Je propose qu'on démarre, il est 11h04. Comme on a une petite demi-heure, faut quand même que ça rentre dans la fenêtre de tir de tout le monde et dans les agendas. Donc bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire qui a pour objectif de voir un peu l'impact des politiques douanières américaines sur les entreprises mondiales et de voir aussi ce qu'on peut faire, de voir les solutions qu'on peut apporter à très court terme. Donc l'idée, c'est que vous repartiez avec des informations au-delà du constat de ce qu'on a vu pour se dire, bah, tiens, j'ai bien compris, en plus, j'ai peut-être des choses à faire chez moi qui vont pouvoir m'aider à limiter cet impact. Parce que les impacts ne sont pas vraiment toujours des opportunités. Ils sont a priori plutôt négatifs si je ne me trompe pas. Et donc pour traiter ce sujet, on a la chance d'avoir un cabinet d'avocats qui est spécialiste dans le domaine. Et donc Tiffen du cabinet LHLF nous a proposé cette présentation de manière proactive pour justement nous aider sur ces sujets-là. Et je le remercie par avance. Et c'est elle qui va conduire la réunion pendant cette demi-heure. Moi, je vais me contenter de regarder le chat. Vous pouvez poser des questions sur le chat. Et puis, à un moment, on va avoir aussi un temps, à la fin, on va avoir un temps de questions-réponses où là, vous pourrez ouvrir vos micros, vos caméras, puis parler avec Tiffaine librement. Ceux qui veulent dépasser pourront un petit peu dépasser. Et celles qui ne pourront pas dépasser, ils pourront s'en aller et revoir le replay à la fin qui sera mis sur notre chaîne YouTube. Voilà, Tiffaine, je vais te laisser la main. Je pense avoir fait un premier bout d'introduction. Je te Ouais. laisse faire la suite. Parfait. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc merci à tous de vous être connectés. Donc en fait, c'est l'idée de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler des mesures qui ont été prises par l'administration Trump, parce qu'on en a beaucoup parlé, voir les impacts, mais surtout voir quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on pourra en discuter au cours du webinaire. Hop. Donc effectivement, le président Donald Trump a commencé sa présidence en janvier 2025 et très rapidement, il a décidé de s'intéresser aux droits de douane, puisqu'il a dit que le mot droit de douane était son mot préféré dans le dictionnaire. Et donc tout de suite, il a commencé à imposer des mesures tarifaires, on va appeler ça comme ça, à l'importation aux États-Unis. Donc ça concerne tous les pays. Certains pays en particulier, on va le voir, notamment la Chine, et ça concerne tous les secteurs, mais aussi certains secteurs bien spécifiques comme l'acier, l'aluminium, l'automobile, etc. Donc effectivement, il y a eu un jour qui était très important, c'était le Liberation Day, où vraiment il avait annoncé du coup que des droits supplémentaires, donc des droits réciproques, on va les appeler comme ça, allaient être imposés. Donc qu'est-ce que ça implique? Quels sont les secteurs qui sont touchés et quel est le montant des droits? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits, ils sont imposés du coup sur les marchandises à l'importation aux États-Unis. Pour calculer les droits, c'est classique, vous le savez déjà. On a notre base taxable qui est la valeur en douane, donc c'est le prix facturé du produit, ou lorsqu'il n'y a pas de prix facturé, une valeur qui correspond à une valeur de marché, auquel on vient appliquer normalement un taux de droit de douane qui est déterminé par le classement tarifaire de la marchandise, c'est-à-dire la catégorie de produit. Et ce taux de droit de douane, il peut être modulé à la hausse ou à la baisse par l'origine des marchandises. Donc l'origine préférentielle ou l'origine non préférentielle, si par exemple on vise certains produits spécifiques. Donc voilà, donc ces trois éléments qui sont ce qu'on appelle nous les piliers en droit douanier, c'est ce qui va nous permettre de déterminer le taux de droit de douane. Et donc c'est là-dessus qu'on va un petit peu, où on va un petit peu plus approfondir. Donc, quelles sont les mesures qui ont été annoncées? Donc, effectivement, on a eu tout d'abord des mesures, donc des droits supplémentaires de 25% sur les produits dérivés, donc des produits acier, aluminium et les produits dérivés. Donc, il y a une liste des produits qui sont concernés. Tous ces produits, donc, par leur code douanier, sont soumis à 25% de droits de taxes supplémentaires. Il faut bien prendre en compte que ces 25%, ils s'ajoutent aux droits qui sont déjà en vigueur. C'est vraiment des mesures de rétorsion supplémentaires. Ensuite, on a eu effectivement, donc ça c'était surtout aluminium, acier. Si vous êtes concerné, l'important c'est de bien savoir déterminer les produits qui sont concernés, parce qu'on a les produits bruts, acier, aluminium, des chapitres 72, etc., 73, plutôt facile. Mais on a tous les produits dérivés qui contiennent de l'acier et de l'aluminium. Alors, la petite confusion qui a été souvent faite, c'est de considérer qu'à partir du moment où on avait de l'acier et de l'aluminium, on était concerné. Non, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une liste définie de ces produits.
Et en plus, vous n'êtes pas forcément taxé sur la valeur totale du produit, mais ça peut être parfois uniquement sur la valeur de l'acier et de l'aluminium, sur la part acier-aluminium. Donc c'est important de bien sécuriser ce point. Éventuellement, dans ces cas-là, on va voir, hein, les solutions, c'est est-ce que je suis taxé? Combien? Quel est le coût? Est-ce qu'il y a des moyens de réduire ou de suspendre ces droits de douane? Par exemple, est-ce que je peux mettre sous entrepôt sous douane? Est-ce que je peux changer mon flux logistique? Parce qu'on voit qu'il y avait quand même pas mal de sociétés qui importaient aux États-Unis pour ensuite dispatcher au Canada et au Mexique. Effectivement, ça fait des droits à l'importation aux États-Unis, puis de nouveau Canada-Mexique. Donc des fois, les flux directs peuvent être une solution. Et puis surtout, bah, on met en place une veille interne, hein, pour vérifier les mesures. Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Sur ce volet-là, vraiment, taxation aluminium-acier, pas de modification pour le moment, c'est maintenu. Pareil, on a eu une surtaxe sur l'automobile. Effectivement, le gouvernement américain s'est montré très protecteur du secteur automobile. Et donc, on a eu une surtaxe de 25% sur les véhicules qui a été applicable dès le 3 avril. Et dès le 3 mai, c'était également sur les pièces détachées. Alors, il y a eu, donc ça s'applique à toutes les automobiles qui sont fabriquées en dehors des États-Unis et qui sont importées aux États-Unis. Donc, effectivement, même les marques américaines, hein, qui seraient produites à l'étranger sont concernées. C'est ça qui est important de bien concerner, de bien comprendre, c'est que les droits, ils concernent l'origine des produits et pas l'origine forcément des importateurs ou des sociétés concernées. Donc, typiquement, une Tesla sera concernée par ces mesures si elle est fabriquée à l'étranger. Ensuite, on a eu, donc pour tout le monde, il a considéré que les droits de douane étaient trop faibles. Donc, si vous voulez, les droits de douane, c'est vraiment une politique, enfin, c'est économique, politique. Les taux en Europe, par exemple, on est environ à 6% de droits de douane. On peut souvent tomber vers 2%, etc. Aux États-Unis, c'était plus ou moins similaire. Ils avaient des taux de droits de douane qu'on qualifierait de relativement faibles par rapport à l'échelle mondiale. Donc, le président Trump a considéré qu'ils étaient trop faibles. Donc, déjà, dès le 5 avril, c'est ce qu'on a appelé les droits réciproques. Il a imposé 10% minimum de droits d'entrée, entre guillemets, donc de droits réciproques. Ça s'applique à tous les pays et à tous les produits, sauf certaines exceptions qu'on va voir. Ces droits, c'est vraiment en plus des droits de douane qu'on pouvait déjà avoir préalablement, donc les droits communs. Donc par exemple, si vous étiez déjà taxé à 2, vous êtes taxé à 12%, on va y revenir. En même temps qu'il a annoncé ce 10%, il avait annoncé pour certains pays, donc c'est ça le Liberation Day, hein, il avait voilà son tableau qu'on voit à l'écran. Selon les pays, il avait mis des taux spécifiques particuliers et donc ça allait jusqu'à 50% pour certains pays. On était à la Chine, on était à 34%, l'Union européenne, on était à 20%. L'idée en fait derrière, c'était de dire je considère que ces pays me taxent plus, du coup je vais les taxer en réponse et donc forcer à des pressions politiques. Donc ça a créé pas mal d'engouement. L'idée était de mettre donc la pression sur les gouvernements pour trouver des accords. Finalement, il y a les droits ont été suspendus, donc tout le monde est à 10%, sauf la Chine, où là il a annoncé 125%, c'est-à-dire que vraiment là on est passé de 34 à 125%. Donc tout le monde était finalement content des 10%, ce qui était surprenant, hein, parce qu'on était soumis à 20, alors qu'en fait 10% c'était déjà énorme. Donc ça c'est suspendu pour 90 jours. On verra, soit ce sera remis en place, soit ce sera complètement enlevé. L'avenir nous le dira. Et donc pour la Chine, il y a eu pas mal d'évolutions parce qu'effectivement, le gouvernement chinois ne s'est pas du tout laissé faire, contrairement à certains gouvernements qui sont rentrés directement en négociation. Les Chinois, au contraire, ont pris des mesures supplémentaires. Donc ils ont appliqué des droits supplémentaires, ce qui a fait escalader le taux de droits de douane. Et du coup, on a atteint un moment 145% de droits de douane à l'importation pour les produits d'origine chinoise, hein, je parle bien de l'origine, hein. Donc rappelons, c'est tous les produits qui ont été fabriqués, transformés en Chine. Et 145, pourquoi? Parce que c'était 125 de droits réciproques plus 20% qui étaient déjà préexistants avant et qui sont toujours applicables. Et là, la petite nouveauté, donc très récemment, les droits de douane ces 125% ont été suspendus, on retombe à 10%, ce qui fait que maintenant les produits chinois ne sont plus taxés qu'à 30%.
on va dire, ce qui est déjà énorme, mais ça vient quand même limiter les 145%. Donc les entreprises ont pu refaire un peu de stock. Donc ça, vraiment, affaire à suivre sur les produits chinois parce qu'on est tous concernés. La production chinoise, vous le savez, c'est la plus grande production mondiale. Donc effectivement, même si vous êtes entreprise européenne, si votre production est en Chine ou si vos produits voilà, sont chinois, importés aux États-Unis, ils sont soumis à cette surtaxe. Rapidement, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait l'exemption de de minimis, c'est-à-dire que lorsque vos envois, vos importations étaient inférieures à 800 dollars américains, il y avait une déclaration simplifiée et surtout, vous n'étiez pas soumis à droit de douane. Cette exemption, elle est assez typique des États-Unis. Du coup, il y a une volonté de la supprimer. Et en tout cas, elle a été supprimée pour les produits chinois. Ça, c'est sûr, c'est fait. Et il y a une volonté effectivement de la supprimer pour tous les produits. Donc ça, pareil, gardez en tête si vous étiez concerné par cette exemption, notamment si vous faites du e-commerce. Voilà, ça peut avoir un impact assez significatif. Et donc voilà, les conséquences, on garde bien en tête cette exemption, le fait que c'est plus possible d'utiliser. Et on va sécuriser avec notre représentant en douane, on va voir s'il y a des évolutions, on va voir s'il y a des solutions dont on va reparler tout à l'heure, comme un entrepôt sous douane, un régime particulier, etc. Hop, je vais passer. Alors, effectivement, il y a eu des dérogations aussi au niveau du temps. Tous les produits qui étaient déjà dans les bateaux au moment où les droits étaient imposés ne s'appliquent pas. Bon, ça, je passe. Pareil, il y a une exemption sur les produits qui contiennent 20% d'origine américaine. Donc, si vous avez des composants américains qui représentent une part assez significative, donc plus de 20% de votre produit, effectivement, vous n'êtes pas soumis à ces droits. Donc là, pareil, ce sont des exemptions qu'il faut bien garder en tête parce que vous pouvez éventuellement être concerné, notamment si le produit fait un aller-retour, on va dire, Amérique, Union européenne et revient aux États-Unis. Les exceptions à ces droits, donc ce droit réciproque de 10%, on a bien évidemment les produits acier, aluminium, automobile qui sont déjà soumis à des taxes supplémentaires, donc c'est pas 25 plus 10, on reste à 25. Tout ce qui est cuivre, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, lingots, etc. sont exclus. Et effectivement, il y a une liste, pareil, précise par code douanier des produits qui sont exemptés de ces droits réciproques. Donc là, pareil, allez vérifier. L'idée de ces exemptions, ce sont vraiment les produits qui sont nécessaires à la production américaine ou du moins nécessaires à l'économie américaine. Cette liste, elle a plutôt vocation à être augmentée parce qu'il y a des lobbying hein, qui sont en marche. Là, honnêtement, ça marche quand même pas mal. On a rajouté les téléphones portables parce que je pense que notamment Apple a dû faire un lobbying assez intéressant. Donc voilà, bien garder en tête que cette liste, elle peut évoluer et qu'il y a certains produits qui sont exemptés. On avait trouvé voilà, les articles en bois, etc. Donc si vous êtes concerné, bien vous y référer. Pareil, il y a eu donc une question sur les cumuls des droits. Je le rappelle, si vous êtes soumis à des taxations spécifiques acier, aluminium, automobile, vous n'êtes pas soumis aux droits réciproques. Voilà, il n'y a pas de cumul entre les deux. L'idée, c'est vraiment de taxer un minimum. En fait, l'idée derrière du président Trump, si on a bien compris, c'est vraiment une taxation minimum, pas une surtaxation et non plus exagérée. Donc les nouveaux produits qui sont exonérés, c'est notamment les produits du chapitre 84-85 qui n'étaient pas dans la première liste d'exemption. Donc là, c'est ce que je disais, hein, ça évolue. Pas de difficulté, avec effet rétroactif. Donc on retrouve notamment les téléphones portables et tout plein de produits électroniques. Donc voilà, si jamais ça vous concerne, n'hésitez pas à vous référer à cette liste. Sur les semi-conducteurs, c'est encore en cours. Il y a certains semi-conducteurs qui sont exonérés, ça c'est sûr, mais d'autres produits qui contiennent des semi-conducteurs ne le sont pas encore. Donc il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir si on allait enlever la surtaxe, parce que ce sont des produits qui ont une forte valeur ajoutée. Pareil, les minéraux critiques, je vais passer rapidement. Il y a une enquête qui est en cours, donc on en saura plus pour voir voilà, si on étend la liste des exemptions ou pas. Pareil pour la pharmacie, il y a les États-Unis qui souhaitaient optimiser leur programme de santé et donc le but était de faciliter les importations en provenance de l'étranger et permettre aux États-Unis donc d'accéder plus facilement à des médicaments étrangers. Donc l'idée c'est de savoir quels sont les produits, quels sont les codes douaniers concernés, parce que le code douanier c'est vraiment votre sécurité, sécurisation principale, on va y revenir.
Les nouvelles mesures, alors effectivement, ça n'arrête plus hein, parce que c'est en continu, donc c'est vrai que c'est une mise à jour continuelle de ce webinaire. On a notamment les panneaux solaires qui pourraient être taxés, ça pourrait être atteindre 3521%, donc c'est vraiment, on en est sur c'est des montants qui n'ont plus aucun sens, et surtout taxer les films étrangers de 100%. Alors on ne sait pas trop comment ça fonctionnerait, parce que est-ce que les films sont envoyés en physique ou pas? Parce qu'on le rappelle, le droit douanier, c'est les marchandises physiques, hein. Donc affaire à suivre également. Les pays ripostent, alors certains négocient, on va le voir, hein, comme le Royaume-Uni. L'Union européenne, on est entre la riposte et la négociation, c'est encore un peu incertain. Donc il y a eu des droits qui ont été appliqués sur les produits américains, mais qui ont été suspendus jusqu'au 14 juillet. Il pourrait y avoir une nouvelle liste, etc. Pour le moment, c'est suspendu. Donc pareil, si vous êtes concerné à l'importation par des produits d'origine américaine, ce qui peut être le cas, attendez-vous à ce que ça puisse évoluer à ce niveau-là. En tout cas, l'Union européenne est entre la négociation et la riposte. Donc, affaire à suivre. Pour le Royaume-Uni, on en a entendu parler, c'est une des dernières nouveautés. Il y a eu un accord historique qui a été conclu entre le Royaume-Uni et les États-Unis, sachant que le Royaume-Uni n'était pas du tout visé par les droits réciproques plus élevés dès le départ, donc, ce qui prouve qu'ils étaient dans une bonne relation commerciale. Et donc, il y a eu des accords qui ont été trouvés, des négociations. Donc là, pareil, si vous avez des flux qui vont directement ou des produits britanniques qui vont aux États-Unis, voilà, tenez-vous informés. Comme je l'ai déjà dit, les surtaxes, c'est en plus des droits préexistants. Donc, donc les droits de douane communs, qui sont environ à 2, 3, 5%, mais également les droits anti-dumping, qui sont, donc les droits anti-dumping, je le rappelle, c'est des droits additionnels face à une mesure de dumping. Donc normalement, ça, c'est permis par le droit de l'OMC. Donc normalement, c'est en plus. Il y avait déjà les 20% sur les produits chinois pour le conflit opioïde, fentanyl, voilà, qui se maintient. Donc ça, c'est toujours en cours. Donc voilà, c'est vraiment préexistant. Il y a juste le fait que ces nouvelles surtaxes, entre elles, ne s'ajoutent pas. Pareil, une question qui vient souvent, est-ce que la surtaxe, elle s'applique sur l'origine ou la provenance du produit? C'est bien l'origine douanière du produit. Donc ce n'est pas parce que votre produit, il a été exporté de France qui va vers les États-Unis qu'il n'a pas une origine éventuellement chinoise et du coup qu'il n'est pas soumis aux taxes liées aux produits chinois. Donc attention à ça, on sécurise bien l'origine douanière de nos produits, hein. C'est là où le produit a été fabriqué, transformé, parce que c'est ce qui va permettre d'appliquer du coup les droits correspondants. C'est notre fameux triptyque valeur, classement, origine. Pareil, si vous avez des produits canadiens, mexicains, en raison de l'accord de libre-échange qu'il existe avec les États-Unis, vous pouvez ne pas être soumis à ces droits. Donc là, on garde en tête si vous avez voilà, une filiale au Mexique ou au Canada, ça peut être effectivement intéressant de s'y pencher. Donc c'est bien l'origine douanière et pas la provenance. Le fait de faire un transbordement dans un pays ne change pas l'origine du produit. Donc effectivement, vous pouvez sécuriser cette origine hein, si vous avez un souci. Le CBP, donc le Custom Border Protection, l'autorité américaine douanière, rend des décisions qui sont contraignantes sur les origines si vous voulez sécuriser, notamment si vous avez une origine mexicaine, canadienne, qui vous offre des avantages intéressants. N'hésitez pas à les solliciter. Bon, ils sont un peu sous l'eau en ce moment, mais voilà, ça fonctionne. Un point que j'ai déjà évoqué, mais je souhaite rappeler, c'est vraiment toutes les entreprises qui sont concernées. Ça, c'est bien important de garder en tête. À partir du moment où vous avez des importations vers les États-Unis, vous êtes concerné par ces surtaxes, même si vous êtes une entreprise, une filiale américaine, vous avez une filiale américaine, etc. C'est vraiment toutes les entreprises. Et si les produits sont chinois, on applique les taxes liées aux produits d'origine chinoise. Donc Canada-Mexique, je l'ai déjà dit rapidement, il y a un droit, donc il y a un droit supplémentaire à 25% pour les importations en provenance du Canada, sauf si les produits sont originaires, donc vraiment mexicains ou canadiens, selon l'accord de libre-échange. Donc c'est 25 ou alors 0. Voilà, donc c'est un peu qui tout double. Les évolutions, alors l'idée de ces tarifs, c'était de combler, résoudre le déficit commercial, sachant que ça pouvait être à la hausse, à la baisse. On voit qu'il y a déjà eu des suspensions, on voit qu'il y a déjà eu des choses qui sont remises en cause, etc. Donc ça évolue beaucoup.
On n'a pas de vision long terme, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'idée de ce qui va se passer. Est-ce que ça va être maintenu pendant les 4 ans du mandat du président Trump? On ne sait pas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se tenir informé. Euh, Bien évidemment, une question qui ressort souvent, c'est l'OMC. Est-ce que, donc l'Organisation mondiale du commerce, est-ce que le président Trump a le droit de faire ce qu'il fait? Effectivement, c'est en violation des principes du droit de l'OMC, puisqu'il fait des principes de discrimination sans que ce soit justifié. Alors, il tente quand même de le justifier pour des raisons de sécurité nationale, etc. Mais c'est quand même très bancal. Donc il y a des règles, enfin il enfreint les règles de l'OMC. Après, des plaintes ont été déposées. Ceci dit, l'OMC pour le moment est un peu bloqué, puisqu'en fait son organe de règlement des différends n'est pas du tout opérationnel, il manque des juges. Donc voilà, en pratique, il fait un peu ce qu'il veut, même s'il n'a pas vraiment le droit de le faire. Donc, quels sont les points de vigilance? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Les solutions, on a la première solution auquel tout le monde doit penser, c'est le mécanisme de la first sale. Qu'est-ce que c'est ce mécanisme? Quand vous importez, normalement, dans l'Union européenne, vous devez utiliser la vente, la valeur de la dernière vente qui a été réalisée avant l'importation. Le mécanisme de la forçage, c'est l'inverse. C'est lorsque vous avez une chaîne, des ventes en chaîne, vous avez le droit d'utiliser la première transaction. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez, si vous avez acheté à quelqu'un, qui a acheté à quelqu'un, qui a acheté à quelqu'un et que vous vous exportez vers les États-Unis, si dès le départ, on savait que les produits étaient destinés au marché américain, on peut utiliser la valeur de la première vente, ce qui permet d'enlever la marge des intermédiaires et donc de réduire votre base taxable. En réduisant votre base taxable, vous réduisez du coup le montant des droits qui sera dû puisque vous appliquez le taux sur une base plus faible. Donc ça, ce mécanisme de la first sale, il peut être vraiment très intéressant dans certains cas. On vous invite vraiment à vous pencher sur la question. La first sale, alors c'est un mécanisme assez américain qui est très avantageux. Du coup, il y a quand même des propositions de le supprimer. Pour le moment, c'est toujours en cours. Donc profitez-en tant que c'est possible et si c'est possible, sachant que ça pourra éventuellement évoluer pour l'avenir, mais on garde un œil sur ce sujet. Pareil, la valeur en douane. Donc la valeur en douane, je le rappelle, votre base taxable. Quand c'est à l'importation, le droit de l'OMC et dans la majorité des pays, votre base taxable, c'est le prix facturé avec qui comprend le transport principal. Donc c'est-à-dire vraiment jusqu'au lieu d'introduction dans le pays d'importation. Les États-Unis, comme ils ne font jamais comme les autres, eux, c'est une valeur FOB, c'est-à-dire qu'on enlève la valeur du transport. Donc ça, pareil, à bien sécuriser avec votre représentant en douane américain ou la personne qui déclare à l'importation, parce que on est habitué à rajouter le transport. Aux États-Unis, vous pouvez enlever le transport principal. Donc ça peut être quelques centaines, milliers d'euros que vous enlevez de votre valeur en douane et donc qui viennent réduire le montant des droits de douane qui seraient finalement dus. Donc ça, bien sécuriser votre valeur en douane, pareil, il y a certains éléments qu'on inclut qui peuvent être enlevés, etc. Donc c'est bien une valeur FOB. FOB, c'est ex-work plus la valeur du préacheminement, entre guillemets. Pour faire très très court, hein, je synthétise. Et Oui, Tiffen, tu as noté aussi la réintégration de certains frais aux États-Unis. C'est-à-dire que si on a des oui, frais aux États-Unis supplémentaires, on peut les déduire de cette base taxable? oui. Alors en fait, il faut vraiment, en fait, si le prix de vente comprend les frais de déchargement, de voilà, ils peuvent être enlevés de cette valeur en douane, puisqu'en fait, on doit vraiment prendre la valeur au moment où la marchandise est sur le bateau, enfin sur le transport de départ. Donc vraiment au moment où, où le transport quitte la France, par exemple, le territoire douanier, c'est cette valeur-là. Tout ce qui se passe après peut normalement être enlevé de la valeur en douane. D'accord. À Donc si on a un l'importation. dépotage sur place, si on a des contrôles qualité ou des choses Si comme c'est ça, on sur peut place, les oui, enlever. normalement, ça peut être enlevé. Ouais. Ça, c'est Ah, à donc ça. sécuriser. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent s'enlever dû au fait que ce soit une valeur FOB, ce qui ne serait pas le cas, je le précise bien, à l'importation dans l'UE. Hein. Mhm. Donc c'est vraiment à Ouais. l'importation aux États-Unis, ils ont cette règle. Un autre point sur la valeur en douane, quand vous avez des relations entre filiales, sociétés mères, etc., vous utilisez parfois le prix de transfert. Donc le prix de transfert, c'est le prix entre sociétés liées. Du fait de la hausse de ces droits de douane, il y a du coup des conséquences économiques. Les conditions économiques ont évolué et du coup, éventuellement, vous pouvez être en mesure de modifier votre prix de transfert pour venir le diminuer, pour prendre en compte cette hausse de droits de douane.
Donc là, pareil, si vous n'avez pas mis à jour votre politique prix de transfert depuis un moment ou si celle-ci est plus du tout adaptée aux conditions économiques, n'hésitez pas à faire valider vos prix de transfert parce que vous pouvez éventuellement les diminuer pour prendre en compte ces évolutions. Ça fait partie des éléments qui sont autorisés. Donc voilà, on vous invite vraiment à regarder ce point-là. C'est pas évident pour tout le monde. Il y a des sociétés pour lesquelles c'est pas possible quand déjà le prix est vraiment minime. Mais si vous aviez une grosse marge, si le prix était déjà bien élevé, vous pouvez réduire ce prix dû aux droits de douane supplémentaires. Pareil, origine, sourcing, on va s'interroger sur le sourcing. Par exemple, on sait que les produits chinois sont plus taxés. On sait que les produits canadiens, mexicains, si vraiment fabriqués sur place, peuvent avoir des taux zéro. Donc effectivement, on s'interroge un peu sur le sourcing de nos produits, l'approvisionnement. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un petit peu ailleurs? Là, les produits britanniques, certains pourront avoir des avantages. Ça peut être intéressant. On sécurise bien ça. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aux États-Unis, c'est moins clair qu'en dans l'Union européenne sur l'origine non préférentielle. C'est vraiment du cas par cas, mais il y a des critères communs, c'est qu'il faut une transformation substantielle dans un pays. Donc voilà, donc ça, on voulait juste, n'hésitez pas à solliciter des rulings au besoin. Donc ça fait partie des solutions. Il y en a d'autres. Il y a notamment des solutions de stock déporté. On peut envoyer un stock sur place à un prix du coup vraiment de revient, puis vendre sur place. Ça s'envisage. Il y a des conditions à respecter, etc. Voilà, il y a plein de solutions. Les régimes particuliers, perfectionnement actif, entrepôt sous douane, etc. qui doivent s'appréhender également. Donc il faut attendre des contrôles renforcés par les douanes, ça c'est sûr, puisqu'en fait si vous décidez de sécuriser, vous allez forcément changer un peu votre flux, sécuriser le classement, l'origine, etc. Donc il peut y avoir des cas de contrôle. Pareil, si vous bénéficiez d'exemptions, il y aura des cas de contrôle. Préparez bien les documents. Les Américains adorent les dossiers complets préparés. C'est vraiment préparer ça, c'est vraiment notre meilleur conseil. Donc anticipez, soyez prêts à prendre les mesures, à voir si vous pouvez être flexible. Et donc, en pratique, bah, on sécurise l'origine, on sécurise le classement. On voit si on peut appliquer un régime particulier. Par exemple, comme je disais, vous importez aux États-Unis pour distribuer partout dans le monde, on va potentiellement un entrepôt, ça peut s'arranger. Pareil, vous transformez aux États-Unis pour réexporter, un perfectionnement actif peut éventuellement être envisagé. On regarde bien l'Incoterm pour être sûr que c'est bien l'acheteur américain qui est redevable des droits, ça c'est important, on évite le DDP. Et on travaille la valeur en douane, first sale, prix de transfert, valeur FOB, etc. Et surtout, je sais que c'est un peu frustrant, mais on essaie de naviguer dans l'incertitude. Ça évolue tout le temps. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc on essaye de bien structurer, analyser nos flux, identifier les risques et puis tenir une stratégie. Et donc pour ça, il y a un moyen qui est très important, c'est la cartographie des flux. Quels sont mes flux, approvisionnement, de vente, etc. Ou d'où est-ce que ça part, où est-ce que ça va. Ça, c'est vraiment important que ce soit bien clair de votre côté, ce qui vous permettra d'avoir une plus grande flexibilité et donc de mieux sécuriser vos flux. Voilà, je finis avec 2 minutes de rave. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en a peut-être dans le chat. Non, il n'y a pas encore de questions dans le chat. Alors, je vous invite à réouvrir vos micros pour ceux qui le souhaitent et puis à ouvrir vos vidéos pour ceux qui le souhaitent également. Moi, en attendant, je vais poser une question. Oui, Puisque je me pose la question des échantillons qu'on importe aux US. On oui, a parlé justement de ces petits colis avec une valeur en douane de moins de 800 euros. Auparavant, on sait que les échantillons ils passaient par ce flux de petits colis, par les intégrateurs classiques de type DHL, FedEx, UPS et ouais. peut-être d'autres. On n'était pas trop regardant sur la facture à donner, puisque bah, c'était une valeur à zéro. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Enfin, c'est peut-être pas Alors, important. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de flux d'échantillons ouais. depuis la Chine. La question mérite d'être posée. C'est ça. Alors effectivement, donc déjà de manière générale, les échantillons, même s'ils n'ont pas de valeur commerciale et ne sont pas vendus, il faut une valeur en douane pour les importer. Il faut une facture pour douane, pardon, pour les importer avec une valeur. Même si cette valeur, voilà, il faut que pour la douane, en fait, elle est très binaire, elle a une marchandise devant elle
il y a une valeur, quelle que soit la relation commerciale, la justification, etc. Donc déjà, de manière générale, pour tous vos échantillons, ça concerne les États-Unis, mais tout, c'est important d'avoir une facture pour douane avec une valeur qui correspond à une valeur réelle, qui soit déterminée sur des données objectives. Ça, c'est le premier Donc élément. un dollar, c'est pas bon. Bah, ça peut être 1 dollar si ça vaut 1 dollar. Un échantillon peut D'accord. valoir 1 dollar si c'est un cheveu, par exemple. J'imagine que ça vaut pas très cher. Mais, non, mais c'est vrai. Mais si c'est par exemple quelque chose qui a nécessité d'être extrait, je dis n'importe quoi, des produits d'origine animale, voilà, ça a forcément une valeur liée au coût d'extraction du produit et de l'échantillon, au coût de fabrication. C'est le minimum. Il faut vraiment que ce soit au moins le minimum du coût de fabrication, d'extraction, transport. Donc effectivement, ça c'est le premier élément. Pour les produits d'origine chinoise, bah, malheureusement, la règle des minimis est supprimée. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur, on sera taxé sur ces produits. Alors souvent les échantillons, ça reste des valeurs faibles, mais voilà, il faut le garder en tête. Si c'est des échantillons qui sont voués à être renvoyés, par exemple, c'est vraiment juste pour test ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire une admission temporaire. C'est un régime particulier qui permet de suspendre les droits. Pareil, c'est juste pour des démonstrations, etc. Voilà, le régime de l'admission temporaire peut permettre ça. De même, il y a certaines manipulations qui peuvent être réalisées sous entrepôt sous douane. Si le but c'est juste de faire quelques tests et ensuite de réexporter, il peut y avoir le perfectionnement actif ou l'entrepôt selon la manipulation qui est faite, qui peuvent être intéressants. Si par contre le produit est destiné à rester sur le marché américain, il n'y a pas de solution. Après avoir, comme ils veulent un petit peu exonérer les produits pharmaceutiques, etc., c'est possible que certains produits médicaux ou autres puissent être exonérés. Merci Tiffany. Et bien donc, on a d'autres questions. On a Oui, Bérangère qui nous pose une question pour la liste précise des codes données concernés par les exceptions, ouais. hein, pour le suivre et les produits pharmaceutiques. Je crois que tu avais déjà mis un lien dans la présentation. Mais Alors, je sais plus s'il y a le lien, mais effectivement, il y a une liste précise. Elle a été. Donc, il y a. Si, alors, c'est bête, mais si vous tapez annexe 1 en chiffres romains, US tarif, vous tombez dessus. Ça, c'est les premiers produits qui ont été exemptés. Et ensuite, vous avez une nouvelle liste qui doit. Alors, je sais plus si elle a été complétée, mais ça se trouve. Honnêtement, tout le monde est un peu sur le pont, si je puis dire. Donc c'est vrai que c'est des données qui ressentent assez facilement. Si vous mettez US tarif, vous tombez sur les informations. Je pourrais éventuellement les compléter la présentation avec ces liens. très bien. Il y a une autre question de la Oui, part de Frick. Donc, c'est est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les stocks déportés, notamment pour les produits comme le vin? ouais. Je voudrais avoir aussi une autre information sur le prix de transfert, un Ouais. transfert price de COGS. Alors effectivement, le vin, tout ce qui est produits alcoolisés, etc., c'est un des secteurs où le stock déporté a été beaucoup envisagé. Donc l'idée d'un stock déporté, c'est que vous êtes une société européenne, vous envoyez un stock dont vous restez propriétaire aux États-Unis. Donc il faut quand même avoir déjà sur place un entrepôt, etc., éventuellement voilà, une entité. Il n'y a pas de vente. Du fait Mhm. qu'il n'y ait pas de vente, vous n'avez pas à émettre une facture et du coup avoir une valeur en douane sur ce prix facturé. Vous pouvez faire juste vraiment le prix de revient. Et après, sur place, vous réalisez des ventes locales, etc. La difficulté majeure de ce schéma, c'est qui agit en tant qu'importateur. Parce que soit vous avez une filiale sur place, et dans ce cas-là, elle peut agir comme importateur, mais il faut qu'elle ait ce qu'on appelle un financial interest, un intérêt financier. Donc, ça veut dire qu'on doit lui payer une commission, ou alors elle va devenir propriétaire des biens, etc. Voilà, ça c'est à sécuriser. Ou alors vous pouvez vous-même, en tant que société européenne, être importateur, mais enfin, c'est très compliqué en pratique. C'est pas du tout fait pour être des flux réguliers. C'est-à-dire que les autorités américaines l'acceptent, il faut faire des demandes, etc. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas du tout ce que les autorités américaines aiment. Ils aiment les importateurs établis. Donc la difficulté du stock déporté, c'est qui est importateur, parce qu'il faut un financial interest, mais c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de diminuer votre base taxable et donc de diminuer le montant des droits. Mais c'est tout à fait, nous, on l'a mis en place avec certaines sociétés, c'est vraiment une solution qui s'envisage. Pour le prix de transfert, c'est plutôt, donc vous avez, par exemple, si vous vendez à votre filiale américaine, vous avez un prix de transfert qui a déjà été déterminé. Si celui-ci
incluait une marge importante, vous pouvez éventuellement jouer sur cette marge en disant, bah, en fait, cette marge, elle n'a plus lieu d'être, puisqu'en fait, les conditions économiques ont évolué, donc je viens diminuer la marge. Ça, attention, les prix de transfert, c'est vraiment, vraiment contrôlé d'un point de vue fiscal. Donc, il faut être bien en conformité avec la réglementation internationale, donc de l'OCDE en la matière. Donc ça, je vous invite à vraiment consulter des spécialistes. Nous, on fait également du prix de transfert grâce à l'équipe fiscale au sein du cabinet. C'est vraiment important de bien sécuriser ce point. Mais en gros, si je peux vous donner une réponse tout de suite, c'est si votre marge elle est déjà toute faible, vous avez potentiellement peu de marge de manœuvre. Par contre, si vous avez une marge plus élevée avec votre prix de transfert actuel, potentiellement on peut faire quelque chose. Et la ligne rouge, c'est de pas avoir des marges négatives, j'imagine. Oui, c'est qu'en fait, il faut vraiment que ça corresponde à un prix quand même de valeur de marché. En fait, la règle, c'est valeur de marché. D'accord. Bon, ça, c'est clair et en même temps, c'est pas clair. Parce que Voilà, la valeur c'est ça. du Non, mais par marché, exemple, là, on qui- sait qu'il y a des entreprises, leurs clients américains ont déjà dit, moi, je paierai trop de droits de douane, donc vous me baissez le prix. Bah, c'est un peu pareil là avec le prix de transfert. La filiale américaine dit, je vais payer trop de droits de douane, vous me baissez le prix. C'est, voilà, les relations commerciales, on va dire, classiques, sans lien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux allumer le micro de quelqu'un? Parce que je ne sais pas si vous êtes autonome pour allumer votre micro. C'est la première fois qu'on utilise la plateforme. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions supplémentaires? Puisqu'on a Tiffen devant nous, c'est quand même intéressant. Euh, N'hésitez pas. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très intéressant, hein, forcément. Merci, c'est gentil. C'est un super update. C'est un update qui nous permet d'avoir des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, au sein de nos entreprises, parce il y a quand même pas mal de boulot, hein, de surveillance, oui, d'agilité, parce que là, pour le coup, il va falloir se mettre à avoir des solutions nouvelles et rapides qu'on peut mettre en place. Et je pense que ça doit générer aussi un peu un phénomène de crise. Ça doit se gérer comme une crise, hein, cette situation, tout à fait. avec certainement une instance qui se voit régulièrement, du reporting et peut-être des coûts additionnels pour qu'on puisse Oui, être assez véloce dans ce type de situation. tout à Euh, fait. Tout à Parce qu'il fait. faut. C'est vrai que là, les recommandations générales, c'est enfin, répertorier vos flux, sécuriser code, origine, valeur et soyez flexible. Ça, c'est vraiment les trois conseils principaux, c'est ça. Prenez en compte le fait que ça évolue, ayez une idée de l'impact que ça peut avoir, parce qu'on a des sociétés pour lesquelles le marché américain, c'est la grande majorité de leur chiffre d'affaires. Donc c'est sûr que ça a un impact. Si c'est minime dans votre chiffre d'affaires, bon bah voilà, vous êtes moins impacté. À voir, est-ce que ça vaut la peine de mettre en place plein de solutions ou pas, voilà. Quels sont les axes sur lesquels on peut jouer? C'est parfait. Eh bien, si personne n'a pas d'autres questions, c'est que c'était suffisamment clair et complet. C'était dense, mais j'espère que ça vous a permis d'avoir quelques pistes. Oui, on peut envoyer le support à tout le monde? Oui, oui, je vais confirmer, mais Très bien. je te reconfirme, Jean-Baptiste. Très bien. Je Donc, pense que oui. si c'est confirmé, on vous enverra le Ouais, support par email puisque vous êtes inscrit par email. Si vous avez été interrompu ou vous voulez partager ce webinaire avec d'autres personnes, il va être posté sur notre page YouTube qui s'appelle Alpe Supply Chain, tout simplement. Vous voyez le nom ici derrière, Alpe Supply Chain. Et vous retrouverez d'autres vidéos qui sont aussi intéressantes sur la douane que vous pouvez aussi partager à vos collègues pour ceux qui ont besoin d'un petit update sur un sujet qu'on a évoqué au début du webinaire. Je te remercie beaucoup pour le travail réalisé, avec plaisir. qui est assez dense, et puis d'avoir réussi à le faire en si peu de temps. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation et puis à tout le monde pour votre participation. Merci à tous et à très Et bientôt. Au revoir. au revoir.